on va s'attarder sur la suite du cours de samedi. Euh, Samedi dernier, on a défini ce que c'est un peu l'économie et on a défini aussi l'importance ou encore et à quoi sert l'économie. On a vu aussi en quoi se divise l'économie et on a vu que souvent on dit que l'économie est divisée en deux parties, en deux branches, et microéconomie et macroéconomie. Je ne sais pas, est-ce que ça va pour le son? Est-ce qu'on arrive à m'entendre? Est-ce que ça va avant de continuer? Ok, parfait. Merci. Et on a vu aussi euh, l'importance d'étudier l'économie et on a commencé à définir aussi les indicateurs et macroéconomiques, mais on était arrivé au PIB. Donc on a juste défini le PIB et on n'a pas vraiment continué sur les autres indicateurs et macroéconomiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les indicateurs et macroéconomiques parce que c'est très important. Donc le cours, c'est un cours d'analyse économique. Donc pour faire de bonnes analyses économiques, il faut savoir ce que c'est justement les indicateurs économiques. Parce que les analyses vont se baser sur les indicateurs, notamment sur les valeurs de ces indicateurs. Et donc, en ce sens, il faut comprendre et faire la différence au niveau des indicateurs et macroéconomiques. Donc, à cet effet, je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez suivre avec moi la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les indicateurs macroéconomiques. Donc, ne vous inquiétez pas et vous aurez cette présentation sur le groupe et après le cours, mais cette présentation fait auspice de résumé et pour la séance d'aujourd'hui. J'ai déjà quelqu'un qui a la main levée, donc c'est Saint-Cyr. Oui, Oui, bonjour, bonjour. je suis nouvelle Oui, oui, et je suis Nel Sincère, étudiante en maîtrise pour équipe pour ce cours. oui, oui. Ah, on a déjà parlé, euh, j'aimerais savoir si c'est possible de partager, comme vous venez de dire sur le groupe, le cours précédent, de nouveau, s'il vous plaît. Euh, je ne sais pas, et j'avais fait un enregistrement, mais je ne sais pas si... de toute façon, pas de problème, je vais essayer de le faire aussi, et après le cours, sans problème. Et la séance Ok, d'aujourd'hui, et c'est en train d'enregistrer aussi, donc peut-être vous aurez ça, et après, aucun problème. merci, D'accord, d'accord. Et le d'accord. Donc laissez-moi partager avec vous rapidement mon écran. OK. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les indicateurs économiques et les sources de données. Donc les indicateurs économiques, donc on va en discuter et on va en parler aussi des sources de données et en quoi consistent ces indicateurs-là. Donc, indicateurs macroéconomiques clés. Le premier indicateur qu'on va étudier, c'est la croissance du PIB et les composantes de la croissance du PIB. Et la semaine dernière, on a défini le PIB. On a dit que le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées sur un territoire au cours d'une période donnée. Ou encore, c'est la valeur ajoutée de la production et des produits finis, notamment des biens et services, au cours d'une période le territoire, sur un territoire national. Donc, pour la croissance du PIB et ses composantes, donc, en termes d'objectifs du cours, donc, on va essayer de comprendre comment analyser la croissance économique à travers notamment le taux de croissance du PIB et on va faire aussi des comparaisons internationales par rapport à l'analyse de la croissance et du PIB. Donc, on l'a déjà fait, mais c'est quand même bien de rappeler la définition du PIB. Donc,
comme indicateur principal de la santé économique d'un pays. Donc, il faut dire que le PIB est considéré comme l'indicateur principal de la santé économique d'un pays. Donc, pour savoir si un pays économiquement, comment dire, est en bonne santé, donc justement, le PIB représente l'indicateur principal en termes d'indicateurs pour la santé économique d'un pays. Donc, comme nous l'avons dit, le PIB mesure la valeur totale des biens et services. Donc, pas la peine d'en revenir, on avait fait la différence entre biens et services. Donc, on dit que c'est la valeur totale des biens et services produits sur un territoire donné pendant une période spécifique, trimestre ou annuel. On avait dit aussi que certains pays ont les résultats de leur PIB sur une base trimestrielle. En Haïti, on n'a pas vraiment les moyens, et peut-être même économiques ou logistiques, d'établir des rapports sur le PIB pendant un trimestre. Donc, nous-mêmes en Haïti, on a les résultats du PIB sur une base annuelle. Et des fois, on n'a même pas les résultats sur un an, on a les résultats sur un an et 6 mois ou 7 mois après. Par exemple, pour le PIB de 2024, on n'a que des données provisoires actuellement pour le PIB de 2024 en Haïti. Donc, on n'a pas encore tous les résultats. OK? Donc, on a défini le PIB. Donc, on dit que c'est la valeur totale des biens et services produits sur un territoire donné pendant une période spécifique, trimestre ou annuel. Maintenant, par rapport à ça, on définit le taux de croissance du PIB. Donc, le taux de croissance du PIB mesure la variation en pourcentage du PIB d'une période à l'autre, trimestre ou annuel. Donc, on parle de taux de croissance du PIB. Il y a d'un côté le PIB et il y a d'un côté le taux de croissance du PIB. Lorsqu'on parle de taux de croissance, ça veut dire quoi? C'est le fait de comparer le PIB pendant 2 périodes consécutives. Ou encore, bon, si le pays compare, c'est-à-dire si le pays a le calcul du PIB sur une base trimestrielle, donc le taux de croissance, c'est de comparer les 2 trimestres. Mais cette fois, on a un taux de croissance du PIB trimestriel. Mais dans le cas d'un pays qui calcule ses PIB sur une base annuelle, donc le taux de croissance, cela sous-entend qu'on calcule le PIB sur 2 années consécutives. Et laisse-moi essayer de vous expliquer ça sur un tableau blanc. Un moment, s'il te plaît. Je vais essayer d'analyser ça avec vous sur un tableau blanc. Ok, laisse-moi cliquer. Ok. Est-ce que tout le monde peut voir le tableau blanc? Est-ce que c'est OK? Oui, monsieur. D'accord, pas de problème. Disons pour un pays quelconque, on a la valeur du PIB pendant 2 années. Disons, on a 2023 et on a 2024. 2024. Donc, j'ai 2 années consécutives. Maintenant, on a le PIB. Disons pour ce pays-là, bon, je dis n'importe quoi. Et je dis par exemple en 2023, et le PIB était de 123 milliards de dollars. Donc, je mets 123 pour simplifier les chiffres. Donc, 123 milliards de dollars. Et en 2024, la valeur est de 201 milliards de dollars. Donc, pour 2 années, j'ai la valeur du PIB. Donc, j'ai le PIB, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'indicateur qui est très important, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance. Il y a le PIB en elle-même, mais il y a le taux de croissance du PIB. Donc, le taux de croissance du PIB, comment on calcule ça? Eh bien, c'est la comparaison entre 2 PIB de 2 années consécutives. Donc, ici, on a 2 années consécutives, 2023 et 2024. Donc, en termes de formule, qu'est-ce qu'on a? On dit que c'est le PIB
le PIB de l'année T moins le PIB de l'année T moins 1. Donc, lorsqu'on dit l'année T moins 1, c'est l'année précédente moins 1. Donc, je vais expliquer après. Maintenant, sur le PIB T moins 1, le taux multiplié par 100. Parce que c'est un taux, donc le taux s'exprime en pourcentage. Maintenant, essayons de mettre ça dans le cadre de notre exemple. Donc ici, PIB-T veut dire qu'on est en 2024, l'année actuelle. Donc PIB 2024, donc je vais mettre 24 pour simplifier. Maintenant, on dit T-1. Donc T-1, donc c'est 2024 moins 1, donc ça équivaut à le PIB de 2023. Donc ici, PIB 2023 sur le PIB encore de 2023. Donc sur le PIB 23. OK? Le taux multiplié par 100. Donc si on calcule maintenant, dans le cadre de notre exemple, le taux de croissance du PIB, donc le PIB de 2024, c'était 201. Maintenant, le PIB en 2023, c'était 123. Maintenant, sur 123, qui est le PIB de 2023, le taux multiplié par 100. Donc, simple calcul, c'est le taux de croissance du PIB. Donc, si on calcule ça, on va essayer de calculer. Vous avez un calculatrice avec vos utilisateurs. Qui peut faire pour moi? Je n'ai pas de calculatrice sur la main. Donc, je vais de faire la soustraction. 201 moins 123 sur 123 multiplié par 100. Ok, donc 63,41%. combien ça fait? 63,41%. 63,41%. Merci. Eh bien, ce résultat-là correspond au taux de croissance et du PIB. Donc, c'est un taux de croissance. Donc, on exprime ça par TX ou encore par TC. Alors, TX PIB ou encore TC. TC pour dire et taux de croissance et du PIB. Donc, parfois, on exprime ça par TC, taux de croissance et du PIB. Donc, le taux de croissance, c'est un indicateur très important. Donc, ça permet de comparer deux PIB de 2 années consécutives. Donc, voilà, donc on revient. Je ne sais pas si vous voulez. Par contre, ici, on a fait screenshot de ça. Donc, avant que je retire. OK, ça va, je peux continuer? OK, très bien. Oui, monsieur. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a donné le formule. Donc, ici, on a donné l'exemple. Et donc, c'est ça me se travaille avec nous là. Donc, si le PIB d'un pays passe de 1000 milliards d'euros en 2022 à 1050 milliards d'euros en 2023, donc le taux de croissance sera de 5%. Donc, si vous pouvez vérifier les calculs, donc ça va vous donner 5%. Maintenant, l'interprétation, c'est là l'importance. Donc, après calcul du taux de croissance, il faut avoir l'interprétation. Maintenant, si le résultat est positif, croissance positive, on dit que l'économie est en expansion. Par exemple, l'exemple nous sommes fait là, on a joué 63 points choses, donc le résultat est positif, donc est grand aussi. Donc, on dit que le pays est en expansion économique. Maintenant, si le résultat est nul ou encore faible, lorsqu'on parle de faible, c'est moins de 5%. C'est-à-dire si le résultat était moins de 5% ou encore égal à 0, on dit que l'économie est en stagnation. Donc, résultat positif, l'économie est en expansion. Donc,
résultat nul ou faible, lorsqu'on parle de faible, inférieur à 5%, on dit que l'économie est en stagnation. Maintenant, si le taux de croissance est négatif, on dit que l'économie est en récession. C'est-à-dire 2 trimestres consécutifs, on parle de croissance négative. Par exemple, en Haïti, depuis pratiquement 7 ans, on a une économie en récession. Le pourquoi? Parce que le taux de croissance, justement, du PIB est négatif. Donc, on dit qu'on est dans une économie en récession. Donc, voilà pour le taux de croissance. 3 résultats possibles. Donc, lorsque le taux de croissance est positif, on parle d'expansion économique. Lorsque c'est nul ou faible, on parle de stagnation. Et lorsque c'est négatif, on parle de récession. Donc ça, c'est pour le taux de croissance du PIB. Maintenant, on va voir l'utilisation de ce taux de croissance. Donc, comme je viens de le dire, l'utilisation du taux de croissance, ça permet d'évaluer la santé économique d'un pays. Donc, on parle d'expansion. Donc, l'expansion, c'est une croissance soutenue du PIB qui suggère une économie en bonne santé avec augmentation de la production, des emplois et des revenus. Donc, lorsque l'économie est en expansion, on dit que l'économie est en bonne santé. Donc, il y a augmentation de la production. Donc, si il y a augmentation de la production, donc, l'entreprise a besoin de plus de monde pour travailler. Donc, il y aura augmentation des emplois. Maintenant, si il y a plus de monde qui travaille, donc, ils ont un salaire. Donc, on aura l'augmentation des revenus. Donc, c'est comme une chaîne. Donc, si l'économie, justement, est en expansion. Par exemple, si l'économie a un taux de croissance positive pendant plusieurs années, donc un taux de croissance est soutenu pendant plusieurs années, donc on parle d'expansion économique. On parle ensuite de stagnation. Donc, on là tout à l'heure, donc stagnation, c'est lorsque le taux de croissance est nul ou encore faible. Donc, un taux de croissance faible ou nul peut indiquer des problèmes structurels ou un manque de dynamisme économique. Donc, lorsqu'on parle, bon, on a pris pour nous ça dans la prochaine séance, et des problèmes structurels et conjoncturels. Donc, un taux de croissance faible donc, indique des problèmes structurels, c'est-à-dire qu'il y a des décisions économiques à long terme qui ont des problèmes. Et ou encore un manque de dynamisme économique, c'est-à-dire lorsqu'on parle de manque de dynamisme économique, c'est un pays peut-être qui n'a pas un pile innovation et du point de vue économique ou encore technologique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en économie en stagnation, cela veut dire que le taux de croissance est soit nul ou encore faible. Ensuite, il y a la récession. Donc, la récession lui-même, c'est un taux de croissance négative. Donc, le taux de croissance négatif, justement, peut entraîner des pertes d'emploi, une baisse des investissements et une contraction de l'activité économique. Donc, pourquoi une baisse d'emploi? Parce que justement, une économie en récession veut dire qu'il y a une faible production. Donc, s'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'entreprise. Même les gens qui travaillent, il y a obligé de révoquer, il y a perdu du travail. Et Jean nous dit, pas d'entreprise, donc il y aura une baisse des investissements et une contraction de l'activité économique. Pour la récession, c'est facile, c'est le cas d'Haïti. Donc, on a une récession depuis presque 7 ans. Donc, on observe des pertes d'emploi, il n'y a pas de travail, une baisse des investissements, justement, et il y a des entreprises, surtout des entreprises internationales qui sont obligées à fermer portes. On prend exemple le cas de Marriott. Donc, imaginez tout le monde qui travaille dans Marriott, c'est des gens qui actuellement au chômage et une contraction de l'activité économique. Bon, le cas dit, au lieu de contraction, on va dire une baisse même de l'activité économique. Donc, voilà les explications sur le taux de croissance du PIB. Donc, 3 conclusions possibles. Donc, expansion, stagnation et récession. Donc, ça, c'est toujours pour le taux de croissance du PIB. Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a pas de questions pour le taux de croissance. Donc, rapidement, on dit que le taux de croissance est calculé à partir du PIB. Donc, c'est le fait de comparer deux PIB de 2 années consécutives. Maintenant, dépendamment du résultat, il y a 3 conclusions possibles. Soit l'économie est en expansion, soit l'économie est en stagnation, ou encore l'économie est en récession. Donc, par rapport à ça,
Les gouvernements et les banques centrales utilisent le taux de croissance du PIB pour ajuster les politiques fiscales et monétaires, par exemple stimuler l'économie en période de récession ou freiner l'inflation en période de surchauffe. Donc, l'utilisation du taux de croissance, c'est très important. Donc, ça, il y a une importance pour les gouvernements et il y a une importance tout pour les banques centrales. Parce qu'on utilise le taux de croissance comme indicateur pour ajuster les politiques fiscales. Alors, et on a venu après sur ça. Donc, les politiques fiscales, ça veut dire que c'est politique que l'État fait à partir des taxes et des impôts. Donc, fiscal, impôts, taxes. Ensuite, pour les politiques monétaires, c'est les politiques que fait la Banque centrale, notamment sur la monnaie, pour qu'on ait combien de monnaie qu'il faut mettre en circulation ou pas. Donc, ça peut stimuler l'économie en période de récession, ou encore freiner l'inflation en période de surchauffe. Donc, ça, c'est pour vous dire encore l'importance de l'indicateur du taux de croissance du PIB. Donc, c'est pour politique économique. Maintenant, pour le PIB, ou encore le taux de croissance, il y a un bon côté, mais aussi le taux de croissance a ses limites. Par exemple, en termes de limites et du taux de croissance, on parle de la qualité de la croissance. On dit que le PIB ne tient pas compte de la répartition des richesses ou de la qualité de vie. Oui, justement. Donc, lorsqu'on dit que le PIB ne tient pas compte de la répartition des richesses ou de la qualité de vie, par exemple, dans certains pays, PIB est extrêmement élevé, mais par contre, toute richesse pays c'est en minorité et qui gagne. Donc, là encore, une mauvaise répartition de richesse. Maintenant, le PIB aussi n'explique pas en quelque sorte la qualité de vie. Donc, ça explique justement la santé économique du pays, la santé économique, mais le PIB ne peut pas donner toutes les informations concernant la qualité de vie. On parle aussi d'externalités négatives. On dit que le PIB ne prend pas en compte les dommages environnementaux ou sociaux liés à la croissance économique. Donc, justement, le calcul du PIB a plus basé sur une question de production de biens et services, mais par exemple, en termes de dommages environnementaux ou encore sociaux, et qui c'est des problèmes qui liés à la croissance économique, le PIB a vraiment, il pas vraiment tenu compte de ça. Donc, là encore, toute croissance du PIB, c'est une sorte de limite que lié. Ensuite, ça encore très important, c'est l'économie informelle. Donc, le PIB peut être sous-estimé. Alors, on peut sous-estimer l'activité économique dans les pays où l'économie informelle est importante. Bon, c'est le cas pour nous en Haïti, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. En Haïti, nous avons une économie qui est extrêmement informelle. Et dernière étude que BRH a fait, pratiquement, nous avons une économie qui est à 82% informelle. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire, dans le terme d'activité économique, là, si entreprise, PME et institutions, eh bien, à 82%, c'est des investissements, encore des petites moyennes entreprises, informelles. Donc, si les entreprises sont informelles, eh bien, on a un certain contrôle que non seulement le ministère de l'économie et des finances pas gagner, ou comme le ministère du commerce pas gagner, parce que lorsqu'on parle d'informel, pratiquement c'est une entreprise qui, premièrement, qui pas enregistrée en ministère du commerce, et deuxièmement, qui pas gain patente de fonctionnement et que on paye normalement dans DGI. Maintenant, si deux instances ça jusqu'à trois instances ça pas gain donné ça sous entreprise, eh bien, il y a certains calculs, il y a certains données que vous pas gagner. C'est peut-être ça. Dire que si l'économie est informelle, eh bien, le PIB est pratiquement sous-estimé. Par exemple, que on va le PIB à gagner, mais par le fait que des entreprises qui produisent, mais qui pas bon côté enregistré, information pas et circuler, donc il n'y a pas calculé ça. Donc c'est peut-être ça qu'on dit que les économies informelles, le PIB peut être sous-estimé. Donc, l'activité dans les pays où l'économie est informelle est importante. Le cas d'Haïti, justement, parce que dans la dernière étude qui fait, je crois, juin ou juillet, donc,
82%, l'économie haïtienne est informelle. Donc ça, c'est les limites qu'on pose par rapport au taux de croissance du PIB. Oui, il y a une question. Il y a une question. Et Noxon, je crois. Non, d'abord, il y avait Donald. Bon, il y a 3 questions là, pratiquement. Et oui. Donc, je prends d'abord Enoxon. Oui. Donc, c'était pas une question. Ok. Donald, vous avez une question? Non, j'ai pas de question, non, professeur. Et j'ai Ah, pas ok. levé la main aussi. Ah, ok, d'accord. Désolé. Désolé. Ok, pas de problème. Donc, on continue. J'ai une question, professeur. Ah, ok, vas-y. Comme vous venez de le dire, prenons le cas d'Haïti où le PIB est en récession. Mhm, Cependant, on a le secteur informel est très élevé. mhm. Est-ce que le PIB reflète alors la réalité du pays? Est-ce qu'on pourrait vraiment se fier à ce PIB pour faire des prédictions ou des prévisions, par le fait que, par contre, le secteur informel qui est très très fort? Euh, oui, c'est une très bonne question. Et par rapport à cela, et lorsque l'économie est fortement informelle, le PIB, comme on dit, est sous-estimé. C'est-à-dire, le PIB ne reflète pas vraiment la réalité économique de toute façon. Mais pour le cas d'Haïti, je ne pense pas que les entreprises qui sont informelles ont un poids extrême de façon que les ignorer aura de grandes conséquences sur le PIB. C'est-à-dire, comment dire, en Haïti, justement, les entreprises qui sont informelles, ce sont le plus souvent des petites entreprises et peut-être des entreprises individuelles, c'est-à-dire on est qui montent en boutique, par exemple. Mais ce ne sont pas vraiment de grandes entreprises, de grandes sociétés. Et heureusement, et pour nous en Haïti, les grandes entreprises, les grandes sociétés, au moins, ils font effort. Ce sont des entreprises plus ou moins formelles, qui ont des patentes, qui ont des noms au ministère de l'économie et des finances. Mais par contre, en Haïti, on a beaucoup d'activités informelles. Mais par contre, ces activités-là, en termes économiques, n'ont pas vraiment un grand poids de façon à ce que le PIB à Haïti serait sous-estimé à grande échelle. Par exemple, je crois que si nous contrôlons quand même toute entreprise qui est informelle, ça va faire que le PIB noir nous gagne en croissance économique. Parce que ça qui arrive en Haïti, et on a d'autres variables, on a d'autres facteurs qui expliquent la récession. Bon, faire un petit exemple rapidement avec nous sur le tableau. On va plus ou moins montrer nous les facteurs ou bien les variables qui tiennent compte de récession et d'avant-durée. Et Marklin, et tu peux poser ta question et en attendant. Oui, monsieur. Et c'est par rapport avec ça, nous avons parlé qu'on est là. Le fait que qu'il y a un pile et entreprise et informelle, est-ce que c'est pas même comme ça qui fait l'État, les estimer que l'État n'a pas de contrôle sur eux, puisque en pile là-dedans, ils fait vente en ligne, ils n'ont pas de adresse. Donc, c'est mon nom, ils font marchandises, ils viennent, ils achètent à la caille et puis ils vendent. Est-ce que c'est pas raison ça que fait l'État, il décide que conseil de taxes qui a monté juste pour laisser ajuster, tout comme si les gens décident de la faire bagaille entrer, ou payer un prix qui dépasse le total de payer parce que l'État connaissait seul là, il faut payer en taxe parce que on corps, on pas faire une déclaration, on pas faire rien du tout. Est-ce que ça, c'est pas raison? Hein? Euh, bon, pas qu'à répondre de façon affirmative que c'est raison ça, mais peut-être est possible. Parce que justement, surtout les entreprises à caractère individuel, donc si l'entreprise n'est pas formelle, justement, l'État n'a pas qu'à taxer. Maintenant, justement, donc, on va tout faire recherche là. Peut-être qu'il y a son stratégie, justement, et l'État essayer de prendre taxe ça depuis à la source, au niveau de la douane, au niveau
par contre, de port, etc. Donc, l'État a plus ou moins et prend ça comme stratégie. Donc, pas trop affirmatif, mais peut-être c'est en stratégie justement. Maintenant, on regarde plus ou moins et rapidement, oui. Il y a une formule PIB. Par contre, est-ce que c'est visible le tableau? C'est visible pour tout le monde? Ok. Ça va. Ok. Voilà mes différentes variables que le PIB y gagne, justement. CA, c'est consommation. IA, c'est investissement. Donc, on dit CA, c'est consommation. Donc, ça, c'est important à comprendre en termes toujours d'analyse. Donc, le C, c'est consommation. Donc, consommation. Alors, c'est consommation des ménages. Donc, les ménages, on dit c'est moi-même ou même, les personnes qui consomment. Donc, I, c'est investissement. Et G, c'est ce qu'on appelle les dépenses du gouvernement. Ou encore les investissements de l'État. C'est pour G. Donc, l'État. G, c'est l'État. G, c'est l'État. Donc, X, c'est exportation. Donc, X, exportation. Et M, c'est importation. Donc, M, c'est importation. Maintenant, on prend variable par variable. En Haïti, au niveau de la consommation, c'est un pays qui n'a pas vraiment de travail. Donc, si pas de travail, donc les gens n'ont pas de revenus. Donc, si on n'a pas de revenus, donc ils ne peuvent pas consommer. Donc, le niveau de consommation en Haïti, c'est extrêmement bas. Justement parce que son pays qui a un taux de chômage qui est extrêmement fort. Donc, depuis qu'il y a un chômage, on ne peut pas travailler, on ne peut pas de revenus. Donc, on ne peut pas consommer. Donc, consommation flèche down. Maintenant, l'investissement. Quelles sont les conditions pour que il y ait investissement dans le pays? D'abord, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Et avec stabilité politique, ça tape sous-entendre ou tape attirer des investisseurs. Maintenant, il faut que au bon système, alors au bon climat de sécurité favorable. Bon, si nous prenons deux ça seulement, bien l'autre, oui, mais si nous prenons deux ça, stabilité politique et sécurité. Bon, nous pas gagner une. Donc, on n'a même pas stabilité politique. Stabilité politique, veut dire qui ça? C'est lorsque on pas aider à changer le gouvernement. C'est-à-dire, c'est pas seulement président, non? On a un président qui fait 5 ans, mais pendant 5 ans, on a une instabilité politique. Instabilité politique à tout, c'est surtout changement de gouvernement. C'est-à-dire, même si le président fait 5 ans, mais combien de fois il change le premier ministre, par exemple? Et l'autre jour que nous avons contrôlé, par exemple, sur le gouvernement et Jovenel Moïse, on contrôlé par moins de 6 premiers ministres que Jovenel Moïse passé. Et c'est et Guy Lafontaine, et nous prenons Joute, nous prenons, comment monsieur il est encore notaire là, Henri Séan, nous prenons Claude Joseph, nous prenons Lapin, et nous prenons dernier que le a nommé avant de mourir, Ariel Henry. Donc ça fait au moins 6 premiers ministres. Donc ça sont sources de stabilité politique. Et chaque leur premier ministre qui changeait, tout ministre changeait le plus souvent. Donc ça a une stabilité politique. N'en parlons pas de la sécurité. Donc ça c'est deux bagailles qui très grave pour l'investissement. Donc en Haïti, l'investissement est down. Maintenant, est-ce que on a un gouvernement qui investit ou bien encore qui dépense? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un gouvernement qui a fait route, qui a fait l'hôpital, qui a fait l'école, donc qui a fait des travaux de grandes œuvres, genre ingénieur, on dit, à grosses œuvres. Donc, non, on n'a pas ça. Donc, ensuite, à défaut de dépenses du gouvernement, pour l'autre variable qui est très important, il faut que ou pas gain corruption. Ou encore, il faut que au bon niveau de corruption qui est très bas. Donc, pour l'État. Bon, là, flèche down. Maintenant, l'exportation. Est-ce que Haïti, c'est un pays qui produit, qui exporte? Est-ce qu'on exporte? Non, on exporte le vent. Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, et oui, m'a fini d'expliquer ma position. Donc, le plus souvent, il y a les conteneurs qui arrivent en Haïti remplis. Maintenant, les a tourné en République dominicaine, ils tournent vide. Donc, on exporte le vent. Donc, on n'exporte pas. Donc, l'exportation, c'est down. Maintenant, l'importation.
on importe beaucoup, justement là, et toute vente nous dehors. Donc, on importe beaucoup dans l'économie. C'est une économie à forte importation. Donc, importation lui-même, c'est flèche en l'air parce que ça augmente beaucoup. Maintenant, si nous regardons dans la formule là, on voit toute variable, il y a un signe plus devant eux, sauf l'importation. Donc, toute variable qui est plus, nous c'est baisser ou baisser, yo down, alors que grain ça gagne moins 100, lui-même c'est augmenter l'augmenter. Eh ben ça veut dire que ça, eh ben on a toujours si condition été comme ça, eh ben on a toujours gain au niveau de PIB cap descendre chaque année. Et qui dit descendre chaque année, eh ben c'est taux de croissance là cap diminuer chaque année. Donc c'est ça fait que on a toujours gain en économie en récession. Donc si toute variable ça yo justement, yo pas ajusté. Par exemple, si que ou pas gain travail, donc pas bien revenu, pas bien consommation, sous pas gain stabilité politique, ou pas gain sécurité, pas bien investissement, sous pas combattre corruption, donc les dépenses de l'État ou pas bien fait, donc pas bien en croissance de G, exportation, faut économique à produit ou exporter, et l'importation, donc sous ou produit, donc ou suffit un petit peu à vous-même, donc c'est sûr que il y a des bagages ou pas importer encore, donc importation, n'est pas aussi élevé. Oui, c'est une question? Et c'était ma. Je ne sais pas, non? Oui. C'est Dolph? Oui, monsieur, je voulais Oui. vous demander, le G, c'était quoi? Le G, c'est ce qu'on appelle l'investissement du gouvernement, les dépenses du gouvernement. Par exemple, les gouvernements dépensé pour faire route, dépensé pour faire l'hôpital, etc. Ok, D'accord. Dérival? ok, merci. D'accord. Oui, dérival. Il y avait une question? Oui, j'ai posé la question, Ah, c'était concernant le G dans la ok, d'accord. formule. D'accord. Il y a Donald. Ok. Oui, oui, professeur, merci. D'accord. Alors, je voulais vous demander à partir de quelles données qu'on détermine la taille ou le poids d'une entreprise afin de la nommer ou la classifier en termes de grandes, de petites entreprises. Est-ce que c'est le statut juridique de l'entreprise ou la valeur de ses biens ou des services vendus sur le marché qui détermine la taille de l'entreprise en question? Non, il y a plusieurs aspects. Et on tient d'abord le statut juridique, c'est-à-dire est-ce que c'est une entreprise individuelle ou encore c'est une entreprise, comment dire, associée, etc. Mais aussi, on tient compte de l'activité produite, c'est-à-dire la quantité, volume de production aussi. Donc, il n'y a pas une, comment dire, une classification standard en Haïti parce que, justement, et les petites moyennes entreprises aussi, on classifie ça dépendamment aussi et du nombre d'employés. Est-ce que ça varie de 2 à 10 et de 10 à 100? Donc, on peut aussi considérer la classification par rapport au nombre de ressources humaines. Mais on peut classifier aussi par rapport à la production, mais on peut aussi classifier ça aussi dépendamment du statut juridique. Donc, c'est une bonne question et peut-être et je suis pas au courant qu'il y ait un document vraiment qui définit la classification des PME, mais en économie, de façon standard, on définit ce qu'on appelle le PME le plus souvent au volume de production d'abord, mais ensuite par rapport à la quantité de personnel, de personnes qui y travaillent.